Bonjour, je m'appelle Azilis Faux et je suis élève de terminale au lycée français Jean Mermoz à Dakar. Bonjour, je m'appelle Samuela Sambou et je suis aussi élève de terminale. Bonjour, je m'appelle Awaka et je suis également élève de terminale au lycée Jean Mermoz. Bonjour à vous, moi je suis Ingrid Terwad, journaliste à Courrier International. Enchantée. Enchantée aussi. Alors, vous avez des questions pour moi, je crois. Donc, tout d'abord, je voulais vous demander, on a entendu parler de votre combat féministe et de votre engagement. Et je me demandais comment vous arrivez à allier la neutralité du journalisme et l'engagement de l'activisme. Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai des engagements à titre privé, des opinions aussi, des combats sans doute, que je ne mène pas forcément au sein de la rédaction de Courrier International. Bon, ça, pour commencer. Par exemple, je suis membre de certaines associations, et ça, on peut l'être, on peut être journaliste, on peut être joueur de foot, on peut être prof, on peut être plein de trucs, infirmière, et avoir une vie associative militante. Donc ça, c'est pour différencier un petit peu tout ce qui est professionnel de ce qui est privé. Ensuite, sur la neutralité journalistique. Alors, ça, c'est une vaste question aussi. Nous, ce qu'on essaye de faire en tant que journaliste, c'est de rendre compte des informations de la façon la plus vraie possible. C'est-à-dire qu'on vérifie les informations. Nous, la spécificité de Courrier International, c'est qu'on publie des articles de la presse étrangère. Donc, on fait très attention aux sources qu'on sélectionne. Quand on a un doute, on vérifie l'information, bien sûr, mais on connaît bien les journaux, on sait s'ils sont fiables, s'ils ne sont pas fiables, on sait faire la différence aussi entre une source douteuse et une source tout à fait légitime. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas une question de neutralité, c'est une question plutôt de rigueur et de sérieux. Et puis ensuite, nous, quand on reprend la presse étrangère, on reprend des journaux qui ne sont pas non plus neutres. Aucun journaliste et aucun titre n'est neutre, ça n'existe pas. On parle toujours d'un certain point de vue qui est toujours situé, c'est-à-dire on se pose la question de où on parle. Et Courrier International, c'est un titre français qui appartient au groupe Le Monde, pour le situer, et on défend certaines valeurs. Par exemple, on défend la lutte pour le climat, on défend la lutte pour les droits humains, on défend aussi le droit des femmes, et on fait pas mal de unes qui vont dans ce sens-là. On a un partenariat avec Amnesty International depuis un certain nombre d'années. On a aussi une chronique que j'assure tous les mois depuis 8 ans maintenant dans l'émission actuelle de France 24 consacrée aux droits des femmes, où je vais tous les mois parler d'articles qui sont parus dans Courrier International ou sur le site web de Courrier International sur les droits des femmes. Donc, on a une forme d'engagement. Pour autant, on essaie de donner la parole à tous les points de vue, de couvrir tout avec rigueur et de toujours situer aussi les éléments, les informations qu'on publie. Notre spécificité, c'est qu'on publie des articles de la presse étrangère. Et les autres journaux, les journaux étrangers, ne sont pas neutres non plus. Donc, l'idée, c'est de toujours présenter des informations qui sont correctes, pas de fake news, si vous voulez. On essaie de vérifier quand on a un doute. Et puis aussi, on connaît les sources. Donc, on sait quelles sources sont fiables et lesquelles ne le sont pas. Donc, on ne publie pas de sources qu'on estime absolument pas fiables ou relevant de la propagande. Et puis ensuite, on a des sources très fiables qui peuvent donner des points de vue opposés ou avoir des lignes éditoriales très différentes. Et là, nous, notre travail de journaliste, c'est de le dire. Ça n'est pas d'être neutre, c'est de dire d'où on parle. Donc, par exemple, là, on a publié récemment un article sur la Pologne qui venait de Gazeta Wyborcza et qui critiquait le leader du parti au pouvoir. Et eh bien, c'est un journal libéral polonais. Donc, on écrit toujours d'où parlent les gens. Et ça, c'est une question de rigueur et d'honnêteté. Mais je crois que la neutralité, c'est une fausse question dans laquelle on s'est longtemps fourvoyé, derrière laquelle on se cache, parce qu'en général, la neutralité, c'est plutôt la position des dominants qu'autre chose. Donc ça, c'est mon point de vue. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Et on se demandait aussi quel a été votre parcours et comment vous en êtes venu à être journaliste. Alors, moi, j'ai fait des études littéraires et très rapidement, je me suis intéressée à l'Inde, d'abord via la littérature. J'ai beaucoup étudié les auteurs indiens anglophones
dont vous connaissez Salman Rushdie, par exemple. Je suis partie en Angleterre ensuite, faire un master à l'université de Cambridge. Puis ensuite, je suis revenue en France. J'ai fait un doctorat de sciences politiques à Sciences Po. Et pendant que j'étais en doctorat, juste avant de commencer mon doctorat, je suis rentrée à Courrier International pour travailler sur l'Inde, sur l'Asie du Sud, en fait, un petit peu plus que l'Inde. C'était mon expertise, en fait, sur cette région du monde qui a fait que je suis rentrée dans ce journal, où le travail de beaucoup de journalistes consiste à lire la presse étrangère et à sélectionner ensuite des articles qui paraissent pertinents sur les différents pays et pour un lectorat français ou francophone. Donc, ça nécessite d'avoir une expertise sur chaque pays qu'on traite, mais aussi une expertise linguistique, ce qui était mon cas sur l'Inde. Voilà. Donc, j'ai passé pas mal d'années au service Asie à m'occuper de l'Asie du Sud et ce n'est plus le cas maintenant. Depuis 6 ans, je suis chef du service Courrier Expat, qui est une rubrique finalement consacrée à l'expatriation et à la vie quotidienne, la vie au travail à l'étranger. Ça peut être vie au travail, Erasmus, année sabbatique à l'étranger, volontariat international, etc. Merci beaucoup. Donc, pour en revenir à notre thème qui est donc la désinformation et les fake news, on voulait savoir, est-ce que l'on pourrait dire que l'ennemi public numéro 1 de l'information serait donc les fake news? Bah, par définition. Oui, mais l'ennemi public numéro 1 de l'information ou de la vérité, c'est le manque d'éducation. C'est ça surtout. C'est surtout le manque de... C'est pour ça que c'est très, très important l'éducation aux médias. C'est qu'il faut apprendre à lire, voir des fake news, tomber sur une information erronée ou sur une rumeur, etc. Ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait normal. On ne peut pas éliminer totalement le mensonge ou la manipulation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'éduquer et éduquer les autres aux médias. C'est-à-dire apprendre à reconnaître une source qui n'est pas forcément fiable, à reconnaître un certain vocabulaire complotiste, à voir aussi les proximités entre les discours d'extrême droite, allemands, américains, français, indiens et autres, pour arriver à les identifier et à ne pas tomber dans le piège, à ne pas penser que c'est vrai et à ne pas tout prendre pour argent comptant. Du coup, moi, j'ai une question qui s'implante vraiment dans le contexte actuel. Du coup, est-ce qu'on peut dire que dans le contexte de guerre, les fake news sont encore plus présentes et encore plus dangereuses? Dans un contexte de guerre? Oui. Il me semble que la désinformation est une arme de guerre depuis toujours. Les rumeurs, les fausses indications sont une arme tactique importante depuis qu'il y a des guerres. Les fake news sont une arme aussi, un outil en tout cas, dans la guerre d'influence. Parce que la guerre, ça n'est pas juste la guerre avec des canons, des chars, etc. C'est aussi, la géopolitique, ça n'est pas juste la guerre, plus exactement, c'est aussi les enjeux d'influence, les jeux de pouvoir. Et là, la désinformation joue un rôle très important, la manipulation de l'opinion joue un rôle très important. On l'a vu au moment des élections américaines, la présidentielle américaine, avec l'interférence de la Russie notamment, qui soutenait la campagne de Trump. Et on a vu comment la Russie, notamment, utilise les réseaux sociaux, Facebook par exemple, avec l'affaire Cambridge Analytica, on l'a très bien vu, pour influencer des politiques à l'étranger. Ça fait partie des jeux d'influence et des jeux avec l'information, avec la propagande, avec les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Évidemment, quand il y a une guerre, il y a des gens qui vont mourir potentiellement, donc c'est très grave. Mais pendant une épidémie aussi, on peut avoir des désinformations et des gens peuvent mourir s'ils sont victimes de désinformation. Dans quelle mesure les journaux traditionnels ont leur place sur la toile actuelle à l'avènement des réseaux sociaux? Sur la toile, c'est ça? Oui, sur la toile. Ah oui, les grands médias traditionnels ont des sites web
qui prédatent les réseaux sociaux. Ils étaient là avant. Après, ce qui est intéressant, c'est que la façon de s'informer a évolué, notamment chez les plus jeunes. Là où on avait une habitude de lecture d'un objet physique, on tournait les pages, etc. Donc, ça avait des incidences en termes de mise en page, d'accès à l'information, de ce qui accrochait l'œil, par exemple, des exergues dans un texte, des citations mises en avant, pouvaient vraiment tout de suite accrocher l'œil, etc. C'est moins le cas maintenant que les habitudes changent, notamment chez les plus jeunes. Et aussi dans les pays en voie de développement où l'information pénètre beaucoup avec l'image et avec le téléphone portable. Donc, ce n'est pas tellement l'information elle-même qui a changé que la façon d'y accéder et donc de la présenter. On voit avec les téléphones l'importance de l'image. Donc, l'importance notamment de la vidéo, c'est très, très important. L'importance des reels, un peu comme ce qu'on voit sur Instagram, etc. Donc, nous, on essaie aussi de s'adapter. Les médias traditionnels essaient de s'adapter. Les grands journaux le font pour essayer de capter l'attention d'un nouveau public. Alors, il s'agit évidemment d'avoir des nouveaux acheteurs. Hein, c'est aussi, il y a une logique économique, mais pas seulement. C'est aussi pour toucher un lectorat, informer différemment, être au plus près des lecteurs et puis faire notre métier d'information aussi contre la désinformation, pour ne pas laisser, si vous voulez, le buzz, les chatons et les complotistes régner en maître sur ces plateformes où sont beaucoup de jeunes. D'accord. Donc, on se demandait, en tant que journaliste, comment est-ce que vous arrivez à faire le tri dans les informations que vous voyez, et est-ce que vous avez des conseils pour la jeunesse, donc pour faire le tri, surtout dans les informations qu'on voit, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors oui, nous, on donne des conseils qu'on s'applique à nous-mêmes. Et le premier des conseils, c'est faire très attention à la source. D'où vient l'information? Alors souvent, les fausses informations sont vraisemblables, crédibles. Il y a une part de vérité, mais voilà. En fait, en regardant bien la source, en allant voir ce que c'est, vous pouvez quand même déjà voir si l'information est fiable ou pas. Ensuite, vous regardez dans les moteurs de recherche, vous regardez si ça a été corroboré par plus d'une source. Donc, même si la source, vous ne la connaissez pas, mais ça vous semble bien, il n'y a pas de faute d'orthographe, le site vous semble à peu près normal, il ressemble à un site de presse, si l'information que vous voyez, qui vous paraît, plus c'est énorme, plus vous devez vérifier. Et si cette information énorme sur ce site, vous ne la trouvez nulle part ailleurs, reprise nulle part, par aucune agence de presse, par aucun autre média, déjà, vous pouvez commencer à douter. Après, les scoops, ça arrive, mais c'est repris. Voilà. Regardez la signature, regardez… En fait, c'est des conseils de base pour lire. Et c'est à peu près les mêmes conseils que pour éviter de tomber dans des arnaques sur Internet. Hein. Le principe est le même, c'est une apparence de vraisemblance et dans un cas, un gain énorme à la clé et dans l'autre cas, un scoop incroyable. Et donc, toujours se méfier de ça et vérifier. Allez voir si ça vous semble correct, allez vérifier si ça a été repris ailleurs. Voilà. Du coup, moi, j'ai une dernière question. C'est est-ce que les fake news sont utilisées en politique pour manipuler ? À votre avis? Je crois que si vous me posez la question, c'est que vous connaissez la réponse. Oui, bien sûr que les fake news, on appelle ça fake news. En fait, c'est intéressant. Bien sûr, le mensonge et la manipulation de l'opinion publique, ça fait partie de la politique. Alors, pas la politique très noble, mais ça fait partie du jeu politique depuis toujours. Ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les outils technologiques. Et les plateformes qui rassemblent des millions et des millions de gens partout dans le monde. C'est le côté transnational et technologique qui est nouveau. Mais au fond, la manipulation de l'opinion publique et le mensonge, c'est vieux comme l'humanité. Et oui, bien sûr. D'ailleurs, le terme fake news, il a été employé à l'origine par Donald Trump. C'est lui qui a popularisé ça. Nous, on l'utilise pour… lui, il disait que les médias traditionnels, justement, CNN, etc., c'était des fake news. Et il défendait Fox.
Donc, c'était une inversion, en fait. Déjà, rien que ça, c'était de la manipulation, c'était du mensonge politique. C'était évidemment une inversion parce que CNN, etc., la BBC sont des sources fiables, tandis que Fox News est un média d'opinion, de divertissement, plus que d'information. Donc déjà là, dans l'histoire de cette expression fake news, vous voyez que c'est lié à la manipulation politique. Merci. Alors, on a posé toutes nos questions. Merci beaucoup d'avoir répondu, d'avoir été là. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.